Kolofata, ce 5 avril 2017. Un match de football opposant deux équipes de cet arrondissement mobilise presque tous les jeunes de la contrée. L'évocation d'un banal match de football peut paraître futile dans le pays des quintuples champions d'Afrique. Mais ici, à Kolofata, ce simple match de football est l'une des preuves les plus tangibles de ce que la vie reprend progressivement son cours normal dans cette localité parmi les plus meurtries par les exactions du groupe terroriste Boko Haram. Et les deux équipes que vous voyez, une équipe c'est l'équipe de Kolofata Guidi, l'autre c'est pour Kolofata Centre. Donc c'est juste un match amical qu'on a organisé entre nous. C'est un moment de bonheur là. Vous voyez comment nous sommes tellement très contents là. Ici, tout le monde ou presque avait fui. Les jeunes n'ayant pas rejoint les rangs de Boko Haram sont allés se réfugier dans des localités moins exposées. L'image de ces jeunes courant derrière un ballon dans la poussière par plus de 35 degrés à l'ombre redonne du sourire à ces populations martyrisées et qui ont choisi de refuser la fatalité. Nous sommes étonnés de voir comment tous les souvenirs douloureux des coups de feu et des explosions sont oubliés en cet instant. Il n'y a pas de Boko Haram ou d'extrémisme islamiste, juste des gens qui s'amusent, qui vivent, tout simplement. Un peu plus loin, dans la cour du Lamido absent, des gens sont rassemblés à l'ombre d'un grand limier pour écouter le porte-parole du chef de la communauté. Image impossible à saisir il y a encore quelques mois de cela. Malgré la permanence de la menace, on fait front à Kolofata. 2 jours après notre passage, un kamikaze a ôté la vie à 2 de ces personnes que nous avons peut-être rencontrées pendant notre séjour. Si les kamikazes font encore régulièrement parler d'eux, on est bien loin de l'époque où la tension était à son paroxysme et les attaques quasi quotidiennes. Le 12 janvier 2015, Boko Haram mène une puissante offensive sur les positions de l'armée à Kolofata. L'attaque est repoussée et au bilan, on dénombre 143 insurgés neutralisés. Mais l'attaque reste dans tous les esprits est celle de la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali. Oui. Au début, vraiment, on a beaucoup souffert. Actuellement, il y a eu de ces BH qui sont venus le premier jour, le 27 juillet 2014, sont venus vraiment faire gaffe ici dans Kolofata, prendre les hommes en otage. Notre chef de canton, avec toute sa famille, la famille du ministre Ali, vice-premier ministre, et ils ont tué plus de 17 personnes qu'ils ont tuées. Et ils ont emporté otage 17. Vraiment, ça nous a beaucoup touché, ça nous a travaillé. Toute la population, le jour où la personne n'a mangé, on ne faisait que pleurer. Mais si ces souvenirs sont douloureux et encore très présents dans les esprits, la sérénité revient progressivement et on attend avec impatience le retour définitif à la normale. Réfugié un moment à Mora, le sous-préfet de Kolofata est de plus en plus présent dans son territoire de commandement. La célébration annoncée du 20 mai cette année à Kolofata symbolisera ce retour progressif à la paix. Il n'y a que le 20 mai 2015 que nous n'avons pas fêté ici. 2014, en dépit de la guerre, nous avons fêté le 20 mai d'ici. 2015, nous avons été contraints de fêter à Mora. Mais pour l'année 2017, certainement que nous allons fêter ici à Kolofata. Et nous nous sommes accordés dessus avec toutes les forces en présence, aussi bien militaires que comités de vigilance que population. Sur la cinquantaine d'écoles fonctionnelles dans notre circonscription, 40 ont été fermées à cause du problème de sécurité. Mais justement, à partir déjà de l'année, de la rentrée prochaine, nous envisageons à partir du mois d'août déjà de tenir une très grande réunion de sensibilisation et d'examen de la réouverture de certaines écoles qui avaient été fermées. J'ai demandé au chef du centre de santé de Kerawa de réouvrir, chose qu'il a déjà faite. Comme il y a une forte concentration de population dans certains villages, là également on va réouvrir et les écoles et les centres de santé. Cette tendance positive est l'œuvre conjuguée des forces de défense et des comités de vigilance qui travaillent main dans la main pour restaurer la sécurité. Avant, Kolofata n'était pas animé comme ça. On était peu dans Kolofata qui restait, mais maintenant déjà,
la plupart sont des revenus. Bon, bien vrai qu'il y a les réfugiés qui sont ici, qui sont là, mais ceux qui étaient ici, ceux qui sont partis, beaucoup de sont des rentrés. Mais ceux qui restent maintenant sont quelques fonctionnaires qui sont partis, qui restent. Sinon, ceux qui ne font rien, qui étaient partis, sont tous des revenus. Le soleil se couche sur la pointe nord du Cameroun. Les soldats, connus dans cette partie du pays comme les anges de la nuit, se préparent à la patrouille nocturne quotidienne. C'est un dispositif essentiel dans la stratégie antiterroriste déployée par l'armée. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Nous allons partir en patrouille ce soir, comme d'habitude. Les patrouilles, les consignes sont connues. Monsieur, chaque patrouille a ses particularités, ses spécificités. Il n'y a pas de monotonie. Vous êtes des professionnels. Monsieur, quand on avance, nous allons avec 3 Victor. Monsieur en tête, suffit de Bravo et enfin Charlie. Tout au long de notre itinéraire, s'il y a un fait qui nécessite mon attention, me rendre compte immédiatement. L'itinéraire de la patrouille, Kolofata, Alagano, Cordo. Question. Dans ces zones frontalières éloignées, des terroristes parviennent à s'infiltrer au sein des communautés et à s'aimer la désolation de jour comme de nuit. Des patrouilles permanentes de ce genre sont donc indispensables pour prévenir les attaques et dissuader l'ennemi. L'objectif de nos patrouilles, c'est un objectif dissuasif. C'est pour empêcher que l'ennemi, sortant de la frontière, de se retrouver au niveau des agglomérations comme à Kolofata, à Mouchidé et autres. Donc nous servons de barrière. Nous avons des itinéraires variés. Ça dépend si nous faisons la patrouille du côté ouest ou du côté nord de notre dispositif. La MITA se situe au niveau de la frontière parce que c'est le lieu de pénétration. Et c'est pour cela que notre détachement est situé environ à 5 km maximum de la frontière avec le Nigeria. Dans ce dispositif, les comités de vigilance occupent une place de choix. Ils sont précieux dans la collecte du renseignement et leur bravoure a déjà permis de déjouer plusieurs attaques kamikazes. Pour l'instant, il y a le lieutenant qui va aller avec la patrouille de Cordo. Ils vont aller et ils vont revenir à 1h. Et sachez que quand ils vont revenir, c'est eux qui reviennent. Les signaux, vous connaissez les signaux, quand ils reviennent. Ils vont vous faire le signal et puis vous savez que c'est eux qui reviennent. Est-ce qu'il y a autre chose? Ces comités de vigilance en ont d'ailleurs déjà payé le prix fort avec la perte de quelques-uns de leurs membres. Ils ont d'ailleurs eu la reconnaissance de la nation exprimée par le chef de l'État qui leur a octroyé des gratifications et des médailles. Bon, nous sommes ici natifs d'ici. On connaît qui est bien ici, qui est mauvais. On connaît qui est natif, qui est déplacé, qui est réfugié ici. Donc nous sommes là ici, c'est pour les aider à identifier les mauvais. Quand les kamikazes viennent, on a eu à beaucoup de kamikazes. Quand on tombe à des chercheurs, il faut tirer. Et souvent, nous on les influence. Quand on est là, même là, ils espèces de choses, elles meurent seules. Nous avons eu beaucoup de dons chercheurs du gouvernement, on les remercie beaucoup, ils pensent aussi à nous. Tout récemment, on a eu des motos, avant on a eu des motos, des bottes, des matériels, des détections, plus que tout. Il y a des comités qu'on a aussi déjà qui ont eu des médailles. Avant, quand on sortait au contrôle comme ça, même les Boko Haram nous circulaient. Et c'est pour cela qu'on a eu les difficultés. Les Boko Haram ont tué quelques comités de vigilance. Bon, si on voit que c'est fort comme ça, on appelle les armées comme les BIR. Et des fois, il y a les gendarmes qui nous aident. Mais il y a déjà, pendant 4 à 6 mois, il y a déjà la paix. Maintenant, on est en paix. Nous travaillons en ville comme ça, on parle, on se renseigne, on donne des numéros là partout. Si on voit un mauvais comme ça, il nous signale aussi. Nous, on part arrêter, on appelle les BIR, ils viennent chercher. On surveille jour comme nuit. Nous sommes là debout. Il nous a envoyé les motos, les matériels de travail, tout ça, il nous a envoyé. C'est avec ça maintenant qu'on tourne, on fait de gauche à droite, on entre ici, on sort.
C'est avec ce travail, avec les motos qui nous a envoyés là, on travaille. Après avoir fouillé de fond en comble cette école à l'abandon pouvant servir de repère à des kamikazes, les soldats restent d'alerte et ratisseront la zone jusqu'au matin. Des patrouilles comme celle-ci contribuent de manière significative à réduire la peur des attaques terroristes dans les communautés installées tout au long de la ligne de front. Elles ont aussi contribué au retour de nombre de ceux qui étaient partis. Les populations maintenant sont en train de faire mouvement retour parce qu'elles sentent que la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée et qu'elles peuvent venir vaquer librement à leurs occupations. Ce n'est pas à 100% encore vraiment la sécurité, mais je peux vous garantir qu'à 80%, je crois que la situation est presque normalisée. Nous sommes ici à Amchidé, du moins ce qui reste de cette localité jadis bouillonnante d'activité. Amchidé était avant la guerre l'une des plus fortes places commerciales de l'extrême nord. Avec sa jumelle nigériane Banki, elles ne sont aujourd'hui plus que des villes fantômes. En octobre 2014, les combattants de Boko Haram attaquent Amchidé et Limani. Au cours des violents combats, 30 civils trouveront la mort. L'armée camerounaise finit par prendre le dessus et on dénombrera 107 combattants de Boko Haram sous le carreau. Au plus fort de la crise, seuls 3 habitants de cette localité choisiront de rester et de ne pas abandonner le village. Ici chez moi, j'ai l'eau chez moi, j'ai mon champ, j'ai ma maison, je ne loue pas. Si je pars ailleurs, je suis obligé de louer, je suis obligé de chercher certaines choses. Mais pourtant à la maison, je ne peux pas payer. C'est mon village, donc je suis jaloux de mon pays. Voilà le pourquoi je suis resté. Comme il y a aussi les militaires qui sont à côté de nous, s'il y a quelque chose, on leur appelle. Ils viennent très très vite et on travaille ensemble. Aujourd'hui, le poste frontalier d'Amchidé, jadis toujours animé, porte toujours les stigmates visibles des combats et l'herbe pousse là où le business fleurissait autrefois. Mais les habitants du village sont revenus. Ils ne se sont pas installés à côté de la frontière où il était presque impossible de distinguer le Cameroun du Nigeria. Malgré cet environnement encore relativement hostile, les populations ont gardé le sourire. Elles peuvent à nouveau enfourcher leurs bicyclettes et faire des allers-retours au Nigeria pour diverses raisons. L'amélioration du climat sécuritaire nourrit à nouveau l'espoir et les habitants ont rouvert boutiques et moulins. Même les points de vente du bilibili, la fameuse bière traditionnelle à base de mil, ont repris du service. La vie se poursuit donc à Amchidé. On est désormais convaincu ici que la peur et la fuite ne peuvent pas freiner le terrorisme. Avant, ils nous attaquaient 3-5 fois par jour. Mais d'ici quelques mois, il n'y a plus les attaques. Ce n'est que les attentats de kamikazes qui est un peu difficile, mais c'est rare. Oui. Donc je vois que c'est déjà quand même mieux par rapport aux années passées. La mosquée et l'église, pleines de fidèles, sont un autre visage de l'héroïsme de ces populations qui ont compris que malgré tout, la vie doit continuer. La situation s'est améliorée et nous pouvons traduire ça à travers le trafic intense qui a repris, des cas de transport des particuliers, également des activités champêtres qui se sont davantage multipliées. Parce que je peux vous rappeler qu'auparavant, les populations avaient peur de se rendre même au champ, mais en ce moment, ils peuvent se rendre avec quiétude. Cela est la résultante des efforts conjugués entre les forces de défense et de sécurité et en collaboration avec les comités de vigilance qui, jusqu'à présent, nous aident vraiment. Et malgré cette reprise timide mais effective, l'un des secteurs clés de l'économie qui souffre plus que d'autres de cette situation est le tourisme. Si on peut de la nationale numéro 1 s'extasier à la vue des animaux du parc de Ouaza, le campement, lui, attend toujours ses premiers touristes d'après-conflit. Vous savez que c'est quand il y a le calme, il y a la sécurité que les touristes arrivent. Mais depuis ce temps-là, voilà, le campement touristique est là, juste pour accueillir les touristes et autres. Depuis que cela s'est arrivé, aucun touriste ne s'est signalé. Mais pour le moment, je crois que ça va y aller avec la force de nos maintien de l'ordre. Il y a quand même la sécurité.
Tout au long de la frontière avec le Nigeria, nous avons pu observer le niveau de sécurité et voir ce qui reste de la vie dans ces communautés qui ont subi de manière atroce les exactions de Boko Haram. Mai 2014. Les terroristes de Boko Haram prennent d'assaut la ville nigériane de Gambarou dans l'état de Borno, à la frontière avec le Cameroun. Ils tuent plus de 300 personnes et sèment la peur et la terreur parmi les rescapés. Dès ce moment, rien ne sera plus comme avant dans cette ville hautement commerciale. Fotokol, la ville camerounaise la plus proche, située à 300 mètres de l'autre côté du fleuve El Beid, n'est pas épargnée par la furie meurtrière des hordes déchaînées de Boko Haram. Fotokol détient d'ailleurs le triste record de personnes tuées au cours d'une attaque. En février 2015, ce sont plus de 140 Camerounais formellement identifiés à ce jour qui ont trouvé la mort lors d'un raid sauvage du groupe terroriste. Longtemps fermé en raison de la situation sécuritaire très tendue, la réouverture partielle du pont sur l'El Beid en novembre 2016 montre à suffire que la menace Boko Haram est maîtrisée, au moins suffisamment pour que le trafic reprenne. À une quinzaine de mètres, comme vous voyez, c'est la limite entre le Cameroun et le Nigeria. Donc là, les populations vaquent à leurs préoccupations. Et depuis ce desserrement, Fotokol était une grande zone de commerce par excellence. Mais ces affres de Boko Haram ont fait à ce que les populations sont réparties un peu à l'intérieur du pays. De 70 000 habitants, nous sommes rechutés à 30 000 habitants. Mais grâce à cette reprise, ce desserrement, les activités ont repris. Maintenant, nous évaluons déjà cette population à environ 50 000 âmes qui vivent déjà à Fotokol. Fotokol est aujourd'hui probablement la meilleure illustration d'un retour d'espoir et d'optimisme après la violence et la brutalité de ces 2 dernières années. Hier, zone refuge pour les milliers de Nigériens fuyant le terrorisme, Fotokol se relève petit à petit et pense ses blessures. Aujourd'hui, les familles ne sont plus obligées d'attendre l'ouverture officielle de la frontière les lundis, mercredis et samedis pour aller rendre visite aux proches installés au Nigeria ou pour y faire des emplettes. Les camions lourds, généralement surchargés, qui fournissent des marchandises entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et au-delà, sont de nouveau visibles. Ainsi, les petits commerçants vendent leurs produits agricoles, les vendeurs de bicyclettes du désert et même les marchands d'articles électroniques et objets d'occasion font de bonnes affaires. Le business n'est pas aussi florissant qu'avant, mais les choses vont dans le bon sens. Depuis le desserrement de la frontière, nous avons affaire à l'activité proprement dite de transit. Donc des véhicules qui quittent depuis Maïdougouré sous escorte militaire jusqu'au niveau de Gambarou. Une fois traversé le pont, on attribue à cette marchandise un titre douanier qui est couvert par un passe-avant descriptif et spécial. Alors cette marchandise quitte Fotokol jusqu'à Maltam sous escorte militaire. Et ceci se passe 3 fois par semaine. Alors en moyenne, nous enregistrons 70 à 80 camions sur régime suspensif, qui veut dire le transit. La brigade commerciale des douanes de Fotokol faisait rentrer chaque année dans les caisses de l'État environ 3 milliards de francs CFA avant sa fermeture il y a un peu plus de 2 ans, pour des raisons évidentes. Depuis sa réouverture en fin d'année dernière, ce sont environ 80 camions qui transitent par là chaque semaine. Les recettes sont encore bien modestes, mais les perspectives sont bonnes. Au niveau local, la population trouve déjà une satisfaction parce que les denrées de première nécessité qui est le sel, les cubes et ainsi de suite, qui permet à la population d'avoir une bonne consommation, pas sans problème. Ça préoccupe de plus en plus même les jeunes parce que la mise en consommation passe par des charrettes sur les tricycles. Ce corridor est le maillon de l'économie du Tchad. Donc si vous calculez déjà en semaine, 70 camions passent, vous pouvez trouver déjà la moyenne de nos jours.
moins de camions qui passent. Ça dépasse déjà près de 500 camions. Près de 500 camions, ce qui fait que le Tchad trouve déjà une satisfaction. Et du côté du Cameroun aussi, les statistiques de nos jours est encourageant au niveau de la douane parce que les 3 premiers mois, la douane percevait pas moins de 50 millions par mois. Quand ils entrent 3 fois par semaine, il faut attendre le chargement, attendre le convoi, et ainsi de suite. Ils se voient bloqués parce qu'en matière de business commercial, le temps vaut de l'or. Si ce desserrement pouvait être total, ça permettrait à ces opérateurs de vaquer à leurs préoccupations sans problème, sans souci. Soumaï fait écho au plaidoyer des commerçants locaux pour que le poste frontalier soit ouvert en permanence. Cependant, il sait très bien ce que cela implique comme contrainte sécuritaire et forte coordination entre les forces camerounaises, nigérianes et internationales stationnées dans la zone. Comme Soumaï, de nombreux fonctionnaires ont regagné leur poste de travail à protocole, bien conscients des enjeux qui sont ceux de cette ville frontalière. Il y a des gens qui traînent encore le pas de l'autre côté. Sur le plan éducatif, j'ai maintes fois saisi le délégué départemental de l'éducation de base pour que nos enseignants qui sont repartis sur Kousséri et redéployés à Kousséri reviennent parce que tout est actuellement calme. Quand le sous-préfet, les commissaires et autres résident ici, il est inadmissible que d'autres traînent le pas. C'est nos enfants et c'est l'avenir du Cameroun. Et j'espère qu'ensemble, il faut que tout le monde revienne. À la préfecture, je me réjouis, j'ai mon personnel au complet. Dans les autres administrations aussi, bien sûr qu'il y a certains délégués qui viennent et repartent, mais ils savent que maintenant, la situation est sécurisée. Si la situation observée est maintenue, les villes de Fotokol et de Gambaro redeviendront dans un très proche avenir les centres commerciaux dynamiques qu'elles ont été par le passé. De Fotokol à Kolofata et de Limani à Mchide, des hommes mettent leur vie en danger jour et nuit pour assurer la sécurité. Et c'est pour maintenir et améliorer cette tendance que toutes les populations s'impliquent aux côtés des autorités administratives et des forces présentes sur le terrain. Les écoles de brousse, jusqu'à ce jour, ne sont pas fonctionnelles. Qu'à cela ne tienne, il y a quelques écoles qui fonctionnent. Qu'ils enlèvent, qu'ils oublient leur état d'angoisse, qu'ils reviennent. Il n'y a plus de problème. Il y a plus de problème. Avec les forces de défense, nous leur apportons le soutien. Dans le cas aussi, il y a des personnes suspectes que nous voyons circuler dans la ville. Nous saisissons les comités de vigilance qui sont là sur place. Et eux aussi, à leur niveau, ils appellent les forces de défense. Dans les pires moments de l'insurrection de Boko Haram, les populations ont fui les localités exposées pour se réfugier plus à l'intérieur du pays, laissant derrière elles maisons, champs et bétail. Les enfants et les femmes sont, comme dans tous les conflits, les plus nombreuses victimes. La présence de ces femmes et de ces enfants aujourd'hui dans ces zones frontalières est l'illustration parfaite de ce que les habitants se sentent à nouveau en sécurité. Ils sont prêts à protéger et à préserver leur patrie. Ils ont compris que la peur et la fuite donnent en fait la victoire à l'ennemi.